les déformations rachidiennes et en particulier les déformations rachidiennes de l'enfant et de l'adolescent. Et j'exerce effectivement au Centre des Massues à Lyon, qui est un centre à la fois médical et chirurgical très orienté en fait sur l'appareil locomoteur et qui prend en charge des maladies rares. Donc nous sommes amenés à avoir des patients qui sont affectés de déformations rachidiennes dans le contexte d'autres maladies génétiques ou le 22q11. Donc je voudrais tout d'abord remercier très chaleureusement, je vais partager mon écran, tout d'abord Madame Doji pour sa confiance, pour m'avoir invitée à parler à votre assemblée et je suis très honorée d'être parmi vous aujourd'hui. Je pense que le lien avec les patients est essentiel pour avancer. J'ai entendu un petit peu tout ce qui a pu être dit en génétique et je pense que c'est vraiment les patients qui sont le moteur de l'amélioration des connaissances et ensuite des progrès qu'on peut faire. Donc, je vous remercie. Et donc, moi, aujourd'hui, je vais vous parler des manifestations orthopédiques dans les syndromes de délétion 22q11 en essayant de voir un petit peu toutes les atteintes possibles. Et j'espère que ce sera suffisamment clair. Il ne faut pas hésiter dans le chat éventuellement à m'interrompre s'il y a des terminologies qui sont un peu compliquées. Alors, le syndrome de délétion 22q11, vous le savez, c'est une anomalie chromosomique. On parle souvent des malformations cardiaques, palatines, la dysmorphie faciale, le retard de développement, l'immunodéficience, tout ce qui va faire rentrer le patient dans la maladie. Mais les atteintes orthopédiques peuvent aussi être associées. Il s'agit majoritairement de la scoliose, mais il y a aussi d'autres formes de malformations, que ce soit au niveau de la colonne vertébrale ou au niveau des membres. Et il y a aussi des atteintes articulaires. La luxation de rotule en est une. Et puis, il y a des formes d'atteinte auto-immune, avec notamment l'arthrite juvénile idiopathique. Alors, je reprends juste quelques définitions, mais on parle souvent du génotype, c'est l'ensemble des gènes, l'information génétique qu'il y a au niveau de nos chromosomes. Et c'est l'expression de ces gènes qui va déterminer les caractéristiques de l'individu. Donc, si on reprend ensuite le phénotype, c'est-à-dire les caractères qu'on observe chez l'individu, qui vont dépendre de l'expression des gènes et de l'environnement, donc l'épigénétique, on va arriver à tout un groupe de symptômes qui vont rentrer de façon variable chez un individu parce qu'on est tous uniques. Donc, le génotype dans le syndrome de microdélétion 22q11, c'est le syndrome de microdélétion le plus courant. Il affecte une région particulière au niveau du chromosome 22. Sa prévalence, elle est quand même forte. On est sur une personne sur 3000 à une personne sur 6000. Il y a probablement une sous-estimation aujourd'hui parce que justement, beaucoup de médecins ne connaissent pas ce syndrome et du coup peuvent le médiagnostiquer. Mais en tout cas, il regroupe différentes formes de maladies que vous connaissez bien, que sont le syndrome de Day-George, le syndrome vélo-cardio-facial, l'anomalie conotrincale, le Keller, et puis il y a d'autres formes aussi qui progressivement sont affiliées. Alors, les atteintes principales, je ne reviens pas sur celles que vous connaissez bien, les malformations cardiaques, les malformations palatines, le retard de développement. Ce qui nous intéresse, nous, en tant qu'orthopédistes, ou en tout cas spécialistes de l'appareil locomoteur, et j'inclus aussi les rhumatologues, les médecins de médecine physique et réadaptation, c'est la scoliose et les anomalies vertébrales. C'est l'atteinte sur l'appareil musculo-squelettique articulaire et aussi la fatigabilité qui a été retrouvée dans une étude récente assez fréquente et plus forte que chez la population générale. Alors, ces atteintes orthopédiques, quelles sont-elles? Elles sont quand même fréquentes. Vous voyez que si on prend une étude qui l'analyse vraiment purement spécifiquement sur l'appareil locomoteur, on retrouve ces atteintes orthopédiques dans 36% des cas. Et ensuite, moi, je vais vous rapporter beaucoup les résultats de l'équipe, de l'association de l'équipe entre Utrecht aux Pays-Bas et l'équipe du CHOP, c'est-à-dire le Children's Hospital de Philadelphie. C'est une équipe avec laquelle je collabore et qui a beaucoup regardé en fait ce qui a été publié jusqu'à présent dans le 22q11 et qui rapporte la fréquence des anomalies orthopédiques. Donc, vous voyez les anomalies du rachis cervical, qui sont quasiment toujours retrouvées sous une forme le plus souvent juste radiologique, donc sans conséquences cliniques, la scoliose, jusqu'à 60% des cas dans les différents syndromes, les malformations des côtes ou des vertèbres, le
le pied-bot, la luxation de rotule et les atteintes articulaires et principalement l'arthrite juvénile idiopathique. Donc, je vais rentrer dans le détail de ces différentes anomalies. L'atteinte du rachis cervical, elle affecte, comme je vous ai dit, essentiellement radiologiquement les patients. C'est-à-dire que si on fait une évaluation systématique de radiographie de la colonne cervicale, on va retrouver une platybasie éventuellement, c'est-à-dire un aplatissement de la base du crâne qui peut être sans conséquence ou associé à d'autres anomalies des 2 premières vertèbres cervicales. Et là, ça peut avoir un impact au niveau de la taille du canal médulaire et donc la place pour la moelle. Et ça peut donc avoir des conséquences neurologiques qui sont fort heureusement très rares. On va regarder un petit peu des radiographies. Donc, les radios qu'on fait, c'est tout simplement des radios standards, radio de face et de profil. La radio de profil est souvent la plus informative. Une radiographie de la bouche ouverte si on veut vraiment mieux voir la première et la deuxième vertèbre cervicale. Des clichés dynamiques, flexion-extension, surtout si on a des malformations, parce qu'on va pouvoir voir s'il y a une hypermobilité. Et du coup, celle-ci peut expliquer de la fatigabilité, des douleurs à ce niveau-là. Alors, voilà quelques exemples. Vous avez ici un arc de C1 incomplet. Vous voyez une rupture ici. Normalement, on a un arc postérieur qui est complet. La vertèbre, elle forme un anneau dans lequel passe la moelle épinière. Et puis là, on a une interruption. Et cela peut avoir un effet d'hypermobilité dans ce segment. L'importance de le savoir, ça peut être notamment s'il y a une instabilité, s'il y a des sports qui sont contre-indiqués, s'il y a un risque traumatique de compression médulaire. Sur ce cas-là, ce qu'on a, c'est ce qu'on appelle une platybasie, c'est-à-dire que la base du crâne, elle est vraiment aplatie. Et ça, souvent, si c'est associé à des malformations des 2 premières vertèbres, ça peut avoir un impact justement sur le diamètre de la naissance de la moelle épinière et ça peut éventuellement s'associer à des malformations de la moelle. Et dans ce cas tout particulier, on a la platybasie, on a ce qu'on appelle le C2 swoosh. Le swoosh, c'est le signe de Nike, la marque. Et on a vraiment, vous voyez, cette forme en crochet que normalement, on n'a pas du tout, on va dire plutôt une orientation dans l'autre sens. Et puis, dans le cas particulier de ce patient, on a aussi une fusion qui se fait, un bloc vertébral entre C2 et C3, en plus de l'arc incomplet au niveau de C1. Donc là, il y a vraiment plusieurs malformations qui sont présentes. Alors parfois, on peut aller jusqu'à réaliser du coup d'autres examens, l'IRM, le scanner, qui permettent en fait de mieux voir et de mesurer. La platybasie, elle va être mesurée radiologiquement. On a un angle pour le déterminer, l'angle de Richetti. Et puis, on va aussi regarder si c'est associé à des problèmes dans la charnière, c'est-à-dire une mauvaise articulation entre le crâne et le début du rachis cervical, ou une anomalie qui peut faire une instabilité et du coup qui peut causer ces problèmes de diamètre au niveau de l'entrée de la moelle épinière. On voit ici un exemple d'association entre une platybasie et ce qu'on appelle une impression basilaire. Progressivement, la dent va pénétrer un petit peu et il va prendre de la place sur le diamètre ici derrière. Là, on a des cas plus simples de blocs complets vertébraux, bloc C2, C3. On a 2 vertèbres qui ne se sont jamais séparées. On voit le disque vestigial où la séparation aurait dû survenir au moment de la formation de l'embryon. Et puis, on voit aussi qu'il y a un seul arc postérieur au lieu d'avoir la grande épineuse de C2 et puis une plus petite pour C3. Et là, on a un bloc vertébral C4, C5. Ils ont leurs arcs postérieurs, la fusion des articulaires postérieurs, par contre, et les vertèbres sont fusionnées. Là, la problématique principale, parce que la sténose du canal, donc le fait qu'il y ait un rétrécissement pour la moelle épinière est beaucoup moins fréquent, c'est l'hypermobilité. Et ça, c'est plutôt à l'âge adulte, avec le vieillissement, qu'on peut voir en fait une surcharge de contraintes au niveau des disques, ce qui fait que petit à petit, s'il y a une dégénérescence qui survient, soit le patient il se met en kyphose, il a des douleurs, soit ça peut rétrécir l'endroit où passent les nerfs cervicaux, et on peut aussi voir avec le vieillissement
apparaître une sténose au niveau du canal et donc des symptômes où le patient va avoir des signes neurologiques. Donc, si c'est connu, à ce moment-là, il faut que ce soit suivi à l'âge adulte. On passe maintenant au rachis thoracolombaire. Au niveau du rachis thoracolombaire, c'est-à-dire finalement la majeure partie de notre colonne vertébrale, il y a en fait à la fois une atteinte, une désaxation possible de la colonne vertébrale, ce qu'on appelle une scoliose. Vous voyez qu'on est de l'ordre de 15%. Des anomalies costales, ça peut être très variable, ces anomalies costales, ça peut être des fusions, ça peut être un problème de nombre de vertèbres plus souvent, de côtes, mais ça n'aura pas de conséquences à ce moment-là. Ça peut être aussi des malformations vertébrales à type d'hémivertèbre, c'est une vertèbre qui ne s'est pas formée complètement, ou en tout cas qui s'est formée de façon un peu curieuse, qu'on appelle les vertèbres papillons, c'est-à-dire que le centre n'est pas formé, du coup on a deux masses latérales. Le meilleur moyen de dépister ces anomalies, ça reste l'examen clinique, mais souvent, on va compléter le bilan avec une radiographie. Et je parle aujourd'hui de la radiographie EOS parce qu'elle est pas mal présente sur le territoire français. C'est une technique d'imagerie qui permet un dépistage avec une irradiation qui est nettement diminuée. Cette technologie, en fait, va permettre une reconstruction un peu comme sur une imagerie scanner, et va donc utiliser moins de rayons X pour faire la radiographie. Et cette radiographie, s'il y a le moindre doute, elle doit pouvoir être réalisée idéalement à partir de l'âge de 6 ans pour pouvoir vérifier s'il y a un risque d'évolution à l'âge adulte, mais on va le voir un petit peu plus loin. Alors, si on s'intéresse plus spécifiquement à la scoliose, eh bien, il y a cette très belle étude récente qui a été faite par Jelle Homans sur Utrecht, mais en collaboration très étroite avec le Children's Hospital de Philadelphie, qui a permis de réunir, vous le voyez, presque 1500 patients dans la cohorte, avec des patients chez qui on avait vraiment regardé ce facteur scoliose chez les 22Q11 et on retrouve une prévalence de scoliose qui va de 20 à 48%. Si on regarde vraiment la présence même d'une petite courbure minime. Et chez les plus de 16 ans, cette prévalence, elle flambe un peu. Alors aussi par effet entonnoir, parce que si vous voyez la courbe, il y a de moins en moins de patients quand ils sont de plus en plus vieux. Donc, on les a un peu sélectionnés sur leur atteinte orthopédique, mais en tout cas, sur ceux qui ont un suivi orthopédique étroit, on a presque la moitié d'entre eux qui ont une scoliose pour laquelle il va falloir faire au moins un suivi, voire un traitement. Alors, ces scolioses, c'est ce qu'on appelle le plus souvent des scolioses idiopathiques-like, c'est-à-dire qu'elles ressemblent aux scolioses idiopathiques de l'adolescent, et en général, c'est plutôt de l'adolescente, qu'on retrouve dans la population générale, ce qui fait même penser aujourd'hui que peut-être le 22Q11 pourrait être un modèle pour expliquer l'origine des scolioses idiopathiques, puisqu'aujourd'hui, la scoliose de l'adolescent, on n'en connaît pas l'origine exacte. Alors, comment est-ce qu'on fait pour retrouver une scoliose? Il suffit le plus souvent d'un examen clinique qui peut être fait par le pédiatre, le médecin scolaire ou l'infirmière scolaire au moment des âges un peu stratégiques, entrée à l'école élémentaire et collège. On va regarder le tronc de l'enfant, voir les asymétries qu'il peut y avoir au niveau des épaules, au niveau des omoplates, une déviation du dos par rapport à son axe initial. On peut voir aussi ce qu'on appelle le syndrome de la lucarne. Et puis, en faisant baisser l'enfant, on voit si on est très symétrique ou si on a une asymétrie, puisque quand la colonne vertébrale se dévie, en fait, la cage thoracique tourne et on va avoir apparaître ce qu'on appelle une gibbosité. Et là, je vais partager avec vous une vidéo qui avait été faite par la Fondation de France avec la Fondation Cotterell, qui permet aux parents de suivre le dos de leurs enfants. Donc, c'est un peu moins d'1 minute. Voilà. Des milliers d'enfants dans le monde sont touchés par la scoliose, une déformation de la colonne vertébrale qui peut être grave. Vous, les parents, êtes les mieux placés pour dépister les deux principaux signes de scoliose chez vos enfants, quel que soit leur âge. À la plage ou directement chez vous, faites pencher vos enfants, jambes tendues et jointes, mains entre les genoux. Ayez un regard rasant sur leur dos, par l'arrière ou par l'avant.
Chez Kelly, on constate une asymétrie costale. Pour Daniel, c'est normal. Pour le deuxième signe, observez vos enfants debout, de dos, pieds joints, bras pendants. Un espace triangulaire d'un côté, c'est la lucarne. Sans espace, c'est normal. Si vous constatez l'un ou l'autre ou les deux signes, demandez confirmation à votre médecin. Voilà, donc c'est quelque chose d'assez facile à faire et je pense que c'est intéressant pour les parents d'enfants encore en croissance pour que vous puissiez vous-même déjà bien screener votre enfant. J'essaie de reprendre ma présentation, voilà. Donc, la scoliose dans la délétion, dans les délétions 22q11, c'est à peu près 60% qui ont une... Excusez-moi, j'ai un problème. Je reprends. Donc oui, donc je vous disais, c'est 60% de formes classiques, c'est-à-dire qui ressemblent à ce que d'autres jeunes filles feraient. C'est plus souvent quand même des formes qui affectent la zone thoracolombaire ou lombaire. Ça va le plus souvent se diagnostiquer autour de l'âge de 9-10 ans, donc avant la poussée de croissance pubertaire, et ça va progresser avec la poussée de croissance pubertaire comme on le voit chez les autres adolescents. Le traitement orthopédique, c'est-à-dire le fait de mettre en place un corset, peut stabiliser la maladie, mais il y a des différences entre la scoliose idiopathique et les délétions. Tout d'abord, il n'y a pas de prédominance féminine, c'est-à-dire qu'on a autant de garçons que de filles atteintes, alors que dans la scoliose idiopathique, c'est 9 filles pour un garçon atteint. L'évolutivité, elle est plus importante. Le traitement chirurgical, du coup, il est malheureusement plus fréquemment proposé. Les formes chirurgicales se retrouvent dans à peu près 15 à 20% des cas, alors que dans la scoliose idiopathique, on dit bien classiquement que 10% des scolioses idiopathiques vont aller vers une proposition chirurgicale. Alors, l'évolutivité, elle se fait comme chez les autres adolescents, c'est-à-dire qu'elle va suivre cette courbe que vous voyez, la courbe rouge, c'est la courbe de croissance de la colonne vertébrale. Vous voyez qu'elle n'est pas linéaire pendant toute la croissance de l'enfant. On grandit très vite dans la première année de vie, puis on commence à ralentir petit à petit, 2 ans, 3 ans. Et vers 3-4 ans, on a une phase de croissance croisière. Et comme je vous ai dit, la scoliose dans les syndromes de délétion vont survenir plutôt autour de cette période-là. Et c'est le moment où la pente de croissance, c'est-à-dire la vitesse de croissance de la colonne vertébrale, va brutalement changer sous l'effet de la poussée de croissance pubertaire. Et c'est là l'importance de diagnostiquer en amont, parce que s'il y a une scoliose, il faut savoir vraiment, à partir de cette période-là, commencer à regarder de façon vraiment rapprochée, tous les 4 à 6 mois, pour vérifier que la scoliose ne progresse pas et qu'il n'y a pas besoin d'un traitement, idéalement un traitement orthopédique pour éviter une chirurgie. On a aussi des éléments qui nous permettent ensuite de déterminer à quel moment sont les enfants dans leur croissance. Je vous montre ça simplement parce que, en déterminant l'âge osseux, on peut savoir si on est encore dans une phase accessible au traitement orthopédique ou si on commence à dépasser la phase. Et c'est tout particulièrement important de suivre cet âge osseux chez les patients atteints de délétion 22q11 parce qu'il y a souvent un retard de croissance squelettique. Alors, les formes qui atteignent un stade plus important, et malheureusement elles sont plus fréquentes que dans la population générale, c'est soit des scolioses qui ressemblent aux scolioses idiopathiques et souvent des doubles majeures ou des thoracolombaires importantes, soit des formes qui sont hypotoniques, donc des kyphoscolioses, et là vous avez l'exemple d'une kyphoscoliose thoracolombaire. Le traitement chirurgical, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais ça va consister à corriger la colonne et à la faire fusionner sur les segments scoliotiques. Donc, c'est un effet enraidissant. Mais comme c'est un comportement proche de la scoliose idiopathique, on va fusionner uniquement les segments qui sont affectés par la scoliose. Vous le voyez ici, on a essentiellement une courbure thoracolombaire. Donc, la réponse thérapeutique, c'est d'éviter d'enraidir toute la colonne en ne faisant qu'un traitement local de la maladie. Les résultats sont comparables à la scoliose idiopathique, donc ils sont très bons. Les patients ont une correction chirurgicale qui se maintient dans le temps. Par contre, ils ont des complications plus fréquentes. On a parlé d'immunosuppression,
le risque d'infection du site opératoire est plus important que chez les jeunes gens qui ne portent pas la délétion. Il y a une aggravation de la constipation, des difficultés alimentaires autour de la chirurgie. Vous voyez, par exemple, cette radiographie qui a été faite à 6 jours de la chirurgie, avec cette dilatation de l'intestin très importante. Il peut y avoir une décompensation psychique, un phénomène de dépression qu'on retrouve aussi chez les ados qui ont été opérés, parce que c'est quand même pas une chirurgie évidente, mais l'effet est potentialisé chez les patients porteurs de la délétion et éventuellement, l'entrée dans un accès psychotique, notamment chez ceux qui portent des traits schizophrènes. Il y a aussi la question de la perte de correction en syphose. Comme je vous ai dit, il y a des formes hypotoniques qui font un peu forme neuromusculaire et là peut se poser la question de faire une chirurgie plus extensive pour éviter que les patients ne se retordent après, l'opération s'il y a une grande fatigabilité, une grande hypotonie axiale. On va passer maintenant à l'atteinte des membres. Donc, on a 26 études en gros dans la littérature, soit à peu près 2400 patients. Et on a donc essentiellement des pieds-bots varus-séquins, des luxations ou instabilités de rotules et des malformations des extrémités. Alors, je ne sais pas ce que c'est que ces éléments qui sont apparus sur l'écran. Donc le pied-bot varus-séquin, c'est une déformation de naissance avec un pied qui va être fixé en varus-séquin adductus supinatus. Ça touche à peu près un enfant à 2 enfants sur 1000 en France et le diagnostic, il est plus souvent fait en anténatal. Il y a une consultation orthopédique anténatale qui est alors organisée pour expliquer la prise en charge du pied-bot. Le pied-bot à la naissance va être examiné et on va pouvoir évaluer tout de suite sa sévérité et du coup pouvoir pronostiquer aux parents quelle forme de pied-bot c'est et en gros quels sont les risques que le traitement ne fonctionne pas et qu'il y ait des traitements plus importants à réaliser, puisqu'aujourd'hui le traitement orthopédique est très bien, géré. Vous voyez, ce score, il dépend à la fois de la souplesse du pied, sa dynamique, ce qu'on appelle la réductibilité, mais aussi des signes cutanés, des plis qui en fait marquent le fait que le pied est resté de façon chronique dans la mauvaise position pendant la vie in utero. Comment est-ce qu'on le traite? Il va y avoir une proposition de prendre en charge très rapidement. Pour nous, ça fait partie des urgences orthopédiques, c'est-à-dire qu'il faut le prendre en charge dans les jours qui suivent la naissance. On va réduire progressivement le pied par des plâtres successifs qu'on va réaliser tous les 3 à 5 jours. Éventuellement, si le dernier frein qui est l'équin, c'est-à-dire le fait qu'on n'arrive pas à relever le pied à plus de 90 degrés persiste, on est amené à faire sous anesthésie générale une ténotomie du tendon d'Achille après le 5e plâtre pour finir de corriger le pied et éviter de le déformer si on force trop sur les plâtres. Et vous voyez ici la succession des corrections qui sont faites pour arriver en 5 à 6 semaines à une correction optimum du pied. Ensuite, on va avoir la phase de consolidation, c'est-à-dire qu'on va maintenir la correction par les attelles de dérotation qui vont être portés le plus possible quand ils sont tout petits, puis quand ils commencent à pas mal bouger et à pouvoir marcher, on va les maintenir uniquement nocturnes et on va essayer de tenir le coup. Les parents vont essayer de tenir le coup avec l'enfant 3 à 4 ans pour éviter la récidive, parce que s'il y a récidive, on peut être amené à refaire les plâtres. Il peut y avoir éventuellement une petite chirurgie avant la poussée de croissance pubertaire, c'est un transfert tendineux quand le pied a un déséquilibre de relèvement, mais en gros, il faut retenir que le pied-bot varus-séquin, c'est 90 de bons résultats sans chirurgie majeure pour les enfants. Ensuite, il y a les malformations des extrémités. Il y a différents types de malformations qui peuvent être retrouvées dans les différents syndromes de délétion. Les polydactylies, vous voyez un orteil surnuméraire, ça affecte à peu près 1 à 7% des cas. Une syndactylie qui peut prendre cette forme très mineure au niveau du pied, 1 à 11% des cas. Et au niveau du membre supérieur, la syndactylie complète, c'est-à-dire qui affecte le squelette ou qui peut être juste membranaire. Les duplications du pouce ou autres polydactylies, c'est-à-dire qu'on a plus de doigts
qui sont soit malformatives, soit juste surnuméraires, 1 à 4 et la clinodactylie, le fait que ce soit tordu, qui affecte le plus souvent le 5e rayon. Au niveau des atteintes articulaires, on a l'instabilité de rotule. Ça va créer des pseudo-lâchages qui vont être secondaires aux douleurs fémoro-patellaires. C'est-à-dire on a une rotule qui est trop mobile, trop laxe et qui va avoir tendance à vouloir ressortir de sa loge. Et à ce moment-là, du fait de la douleur, le patient ne va pas pouvoir tenir le genou et va avoir l'impression que son genou ne peut plus le soutenir à l'appui. On peut aller jusqu'à des luxations vraies lors de la flexion de genou. C'est ce qu'on appelle la luxation habituelle. Et là, ça peut nécessiter des chirurgies de stabilisation. Ça concerne à peu près 3 pour 1000 personnes dans la population générale. Et la prévalence est légèrement augmentée, comme on a vu chez les patients qui présentent la délétion, avec une prédominance féminine qui existe dans la population générale et comme la scoliose idiopathique, qui n'est pas retrouvée dans les syndromes de délétion. L'arthrite juvénile idiopathique, elle affecte à peu près 4 des patients qui sont porteurs du syndrome. Donc, c'est 3 à 4 fois plus que dans la population générale. Il y a cette susceptibilité à faire des maladies auto-immunes. Eh ben, ça va se manifester par une articulation douloureuse, chaude, qui est gonflée pendant plusieurs semaines. L'articulation, elle va être moins mobile, surtout le matin, ou après une période d'inactivité, ça va affecter plutôt les grosses articulations comme le genou, mais ça peut aussi affecter les doigts. Et ça va plus souvent s'associer avec, si ce n'est pas de la fièvre, en tout cas ce qu'on appelle un fébricule, c'est-à-dire le fait qu'on ait une température corporelle qui est un peu plus élevée que la normale. Et ça va s'associer normalement sur le plan sanguin à ce qu'on appelle un syndrome inflammatoire biologique. On va retrouver une anémie et on va retrouver une CRP, la protéine de l'inflammation, qui est élevée. Et le traitement, il est identique à la population générale qui est affectée par cette pathologie. Ça peut être des traitements locaux, surtout quand il y a une atteinte que d'une articulation, donc infiltration par des corticoïdes. Ça peut être une corticothérapie par voie générale, donc corticoïdes pendant quelques jours, quelques semaines pour casser la crise, les anti-inflammatoires. Et ça peut aller dans les formes un peu récalcitrantes jusqu'à utiliser, et ça c'est plutôt dans le domaine des rhumatologues, d'utiliser des thérapeutiques un petit peu plus lourdes dans le sens où elles peuvent avoir des effets secondaires, des complications. L'immunosuppression, ce qui n'est pas forcément l'idéal chez les patients qui peuvent éventuellement spontanément déjà avoir un système immunitaire plus faible. Et puis certains autres inhibiteurs de récepteurs qui ont une action plus spécifique sur l'inflammation des articulations. Alors, juste un petit mot sur la réduction de la masse osseuse. Il est retrouvé une diminution de la densité minérale osseuse quand elle était étudiée. Le Z-score, c'est le score que nous donne l'ostéodensitométrie. Quand on fait une évaluation de ce qu'on porte comme masse osseuse, on va définir en fait la position du patient sur la courbe par rapport à la masse des sujets normaux. Et là, dans cette étude, Stagi avait pris un groupe de patients 22Q11, un groupe de patients 5 qui étaient comparables à eux, et on voit bien que la population saine, elle reste sur des valeurs normales, c'est-à-dire pas de variation de la densité minérale osseuse par rapport aux données connues. Et chez les 22Q11, par contre, une baisse significative. Mais pour parler d'ostéoporose, à ce moment-là, il faudrait descendre à des valeurs plutôt autour de -2 pour le Z-score. Donc, c'est logique que même s'il y a cette diminution de densité minérale, il n'y ait pas d'augmentation du risque de fracture et pas forcément d'augmentation des douleurs osseuses. Mais là, je mets un bémol parce que ça n'a pas été étudié dans les différents travaux que j'ai pu voir. Donc, en conclusion, les anomalies orthopédiques dans les syndromes de délétion 22Q11, vous voyez, affectent un petit peu tout le squelette, que ce soit le squelette axial ou ce qu'on appelle le squelette appendiculaire. On va avoir des atteintes au niveau du rachis cervical qui vont être essentiellement radiologiques, mais qui peuvent avoir soit
un effet clinique sur le fait que ça rend le rachis cervical instable, donc le risque pour les activités sportives, qu'éventuellement, il peut y avoir une hypermobilité qui peut être source soit d'un vieillissement prématuré de la colonne cervicale, donc donner ensuite ce que le vieillissement donne, c'est-à-dire les névralgies dans le bras, les douleurs ou éventuellement des signes neurologiques. Et ensuite, le rachis thoracolombaire, lui, va être essentiellement affecté par la scoliose. Vous avez vu que le diagnostic clinique est quand même facile. Et à partir du moment où la clinique parle, la radiographie nous permet de faire un diagnostic précis. Et ensuite, le timing au moment du diagnostic nous permet de savoir un peu où on en est par rapport à la croissance et le risque de progression. Les atteintes plus périphériques, ça va être facile à diagnostiquer à la naissance pour ce qui est des malformations des extrémités, les polydactylies ou autres anomalies des doigts, les malformations au niveau du pied, y compris le pied bovarus-séquin qui est diagnosticable en anténatal. Et puis au cours de la vie peuvent survenir des épisodes d'atteinte articulaire et en particulier l'atteinte de l'articulation du genou. Et là, c'est vraiment au moment d'apparition de symptômes que le patient va pouvoir être vu tout de suite par des spécialistes, orthopédistes ou rhumatologues, qui vont ensuite pouvoir gérer la problématique. Je vous remercie de votre attention et de votre invitation. C'est un sujet passionnant. Je suis disponible pour vos questions. Si je ne peux pas répondre, je veillerai à trouver la réponse et puis à la transmettre à votre association. Et donc, je laisse la parole à tout le monde maintenant. Merci beaucoup. Merci beaucoup, docteur Genevois, pour cette présentation exhaustive qui est très, malheureusement, présente beaucoup de signes cliniques. Et je crois qu'il y a beaucoup de questions. Valérie, est-ce que tu es là? Est-ce que tu peux dire des questions? On en profite parce que là, il n'y a pas de présentation après, donc on vous retient un petit peu encore, docteur Genevois. Avec plaisir. J'ai tout mon temps pour vous. Alors, je vais prendre les questions en remontant. Alors, y a-t-il de bons résultats avec le port du corset? Alors, le port du corset peut fonctionner, c'est-à-dire que ce n'est pas un traitement à exclure et c'est pour ça que j'insiste sur le dépistage précoce parce que plus on va arriver tôt dans la maladie, donc une courbure qui fait 15 ou 20 degrés, plus on va mettre en place le corset et je pense aussi la prise en charge kinésithérapique parce que le fait que les patients soient hypotoniques, fatigables, ça a un rôle aussi sur la progression de la déformation. Plus on va maîtriser. Sur des courbures intermédiaires, quand on commence à avoir des déformations qui atteignent 30-40 degrés, les scolioses dans le 22q11 suivent un petit peu la logique des scolioses dans les autres maladies génétiques. Ça peut être le Marfan, ça peut être des maladies neuromusculaires comme le Friedreich ou autre. Ces maladies-là, à partir du moment où la déformation est installée, elles sont plus réversibles et c'est là que finalement la maladie évolue beaucoup plus rapidement pour elle-même que dans les scolioses idiopathiques. Donc c'est vraiment essentiel de bien regarder le dos des enfants les plus jeunes et de rapidement prendre un avis quand on a un doute parce que je pense que c'est ce qui va faire que finalement on va être moins pessimiste sur le devenir de ces scolioses. J'ai deux questions sur les rhumes de hanche. Notamment celle de Guénolas Calbert, avec des raideurs au niveau des mollets, pas de gonflement ni de fièvre. Est-ce que cela peut être le début d'une arthrite juvénile? Normalement, l'arthrite juvénile, elle a vraiment des critères radiologiques qui sont définis par les associations de nos rhumatologues. C'est-à-dire qu'il faut avoir deux ou trois critères, c'est-à-dire cliniquement avoir une articulation qui est inflammatoire, donc soit les gonflées, soit les chaudes, soit les rouges. Éventuellement, quand on a deux articulations, ça c'est le deuxième critère, deux ou trois ou plus, ça rentre encore plus dans les critères parce que finalement, ce n'est pas juste une articulation qui nous embête, c'est plutôt plusieurs qui sont affectés. Et puis le syndrome inflammatoire biologique. Donc quand sur la prise de sang, on n'a pas d'éléments qui sont parlants,
c'est très difficile de parler d'arthrite juvénile idiopathique. Mais par contre, on a vu qu'il y a plus de fatigabilité, il y a une densité minérale osseuse qui est un petit peu moins bonne. Tous ces éléments-là font que le système musculo-squelettique est probablement plus sensible. Et notamment dans l'activité sportive, les patients qui sont hyperlaxes, les patients qui sont hypotoniques dans d'autres pathologies, on voit bien qu'ils sont plus sujets à se blesser au niveau tendino-ligamentaire. Donc, ça peut être plutôt post-traumatique. Faut-il se questionner si son enfant se plaint régulièrement de douleurs aux genoux, aux pieds, aux jambes Il y a plusieurs questions là-dessus. Ou est-ce que c'est simplement en lien avec la croissance ou un manque Oui, ou un manque, pardon. De calcium. De calcium. Alors, le manque de calcium, comme on a vu, la densité minérale osseuse, elle est moins bonne. Si on regarde des études à très large échelle, que ce soit en France ou dans d'autres pays développés, hein, on voit qu'il y a une carence en vitamine D qui se généralise. Donc, la supplémentation en vitamine D, pour moi, elle me semble cruciale. Je la fais personnellement pour mes enfants qui, à ce jour, n'ont pas de syndrome particulier connu. Donc, je pense que si on a cette attitude pour des patients dans la population générale, il faut être encore plus vigilant chez les patients qui ont une densité minérale osseuse qui est déjà un petit peu altérée. Ensuite, la question des douleurs, je pense que quand les douleurs sont récurrentes, quand les plaintes sont hebdomadaires, quand ça va avoir un impact sur la pratique sportive. C'est-à-dire que l'enfant ne veut pas marcher, il ne veut pas faire d'activité sportive, il veut être dispensé régulièrement. C'est vraiment un signe d'alerte et il ne faut pas hésiter à faire une consultation orthopédique ou pédiatrique. Les douleurs de croissance, c'est facile de les reconnaître. Ça va plutôt être au moment où il va y avoir des changements qui sont visibles, c'est-à-dire qu'on voit que les enfants changent de taille de vêtements, changent de chaussures plus régulièrement. Là, il y a cette phase de pré-accélération de la croissance pubertaire. Pour vous expliquer, la croissance, ce n'est pas quelque chose de linéaire, comme je vous ai montré. La première chose qui s'arrête de grandir, c'est nos pieds. Après, c'est nos jambes, nos membres supérieurs, et puis ensuite la colonne, la dernière phase. Donc, c'est tout à fait logique que des enfants qui sont entre 8 et 12 ans, parce que chacun a un timing de croissance différent, puissent se plaindre plus de douleurs au niveau de leurs jambes, parce que c'est un moment où il va y avoir une accélération de la croissance. Et il se trouve qu'à peu près 10 ou 20% de la population générale a tendance à grandir par à-coups et non pas à prendre graduellement. Et donc, ces phénomènes d'à-coups peuvent être très stressants, notamment pour l'insertion des tendons sur leur squelette. Et c'est pour ça qu'ils peuvent se plaindre de douleurs. Dans ces cas-là, ces douleurs de croissance, il faut que ça atteigne les deux membres, que ça soit bilatéral, pas à chaque fois, mais que ce ne soit pas toujours la plainte que du genou droit, que de la cheville gauche, parce que là, ça fait plus pathologique et il faut savoir consulter. Une autre question sur les semelles orthopédiques. Un grand nombre d'enfants de 22Q11 portent des semelles orthopédiques. Ce point n'est pas abordé dans votre présentation. Quelles en sont les raisons et quelles causes? Alors, les semelles orthopédiques, le plus souvent, elles vont être prescrites pour une déformation du pied qui est soit fatigante, soit douloureuse à la marche. Dans le syndrome 22Q11, vous voyez bien qu'il n'est pas rapporté de façon fréquente de déformation du pied autre que celui du pied beau. Donc, plusieurs causes à ces prescriptions. Ça peut être soit une décision un peu posturale de mettre en place des semelles. Hein. Certains médecins généralistes qui croient à la théorie que la posture peut faire quelque chose au niveau du dos. Donc, dès qu'il y a une petite déformation du dos, on va prescrire des semelles. Nous, orthopédistes spécialistes du dos, ce n'est pas quelque chose qu'on fait de façon routinière du tout. Je vais prescrire des semelles orthopédiques essentiellement s'il y a une différence de longueur, si les patients ont des pieds creux, mais ça peut être familial, ou s'il y a des phénomènes d'entorse à répétition et qu'on voit qu'il y a une difficulté à adapter sur des terrains irréguliers, donc apporter une plus grande stabilité dans les chaussures. Donc, c'est peut-être sur ce dernier point, l'instabilité, que les semelles orthopédiques peuvent être aidantes, parce que s'il y a une hypotonie globale, s'il y a une fatigabilité, dans l'activité physique, elle va se manifester
par la survenue plus fréquente d'entorses, de douleurs au niveau des articulations principales. Donc les semelles peuvent avoir ce rôle de stabilisateur. Une autre question, est-ce qu'il faut faire une radio systématiquement, même s'il n'y a pas de, s'il n'y a rien, s'il n'y a pas de signe extérieur de Alors scoliose? là, je vais revenir un peu sur ce schéma. Comme vous le voyez, à part le rachis cervical, il n'y a pas à conseiller de faire systématiquement des radios parce qu'il faut quand même protéger nos patients qui ont des radios pour d'autres raisons. C'est quand même c'est pas anodin de faire une radiographie. Donc, à part la colonne cervicale où on peut avoir des anomalies et qui sont fréquentes et qui ne parlent pas du tout dans l'enfance, dans l'adolescence, il n'y a pas de raison de faire de radiographie. Alors, pourquoi faire ces radiographies du rachis cervical? Ce n'est pas juste pour cocher des croix dans le dossier d'un patient. C'est, comme je vous ai dit, parce que certaines de ces anomalies peuvent nécessiter d'abord de vérifier qu'il n'y a pas d'instabilité, donc pas de risque dans certains métiers ou dans certains sports. Et puis aussi parce que certaines malformations peuvent engendrer un vieillissement plus rapide du rachis cervical. Donc là, on est plus dans l'ergonomie au travail et puis aussi la surveillance à l'âge adulte. Ces radiographies du rachis cervical, il faut idéalement les faire à un moment où le squelette est quand même déjà bien formé. C'est pour ça qu'on dit plutôt après l'âge de 6 ans, parce qu'avant, on a pas mal de noyaux d'ossification qui forment la colonne vertébrale, qui ne sont pas complètement ossifiés. Du coup, on peut passer à côté de certaines anomalies. Est-ce que les cervicalgies peuvent être liées au 22q11? Tout à fait, puisqu'on a vu qu'il y avait plusieurs anomalies cervicales qui pouvaient poser problème. Je vais revenir un petit peu ici. Voilà, si je prends les différents cas de figure, hein, comme je vous ai dit, il peut y avoir des blocs cervicaux, hein, il peut y avoir des anomalies plus complexes au niveau de la zone de connexion entre le crâne et le rachis cervical, qui peuvent du coup créer une instabilité et avoir un effet d'enraidissement du rachis cervical. On peut avoir ces blocs vertébraux ici, plus ou moins complets, qui vont faire travailler de façon plus importante les autres charnières, parce que notre colonne cervicale, elle est très, très, très mobile. Et donc, si les autres segments travaillent plus, ils vont être surchargés de travail et ils vont l'exprimer sous forme de douleur. Après une opération de la scoliose, quel est le suivi à l'âge adulte? Quel est le suivi préconisé à l'âge adulte? Mais je dirais que c'est celui d'une patiente ou d'un patient opéré pour une scoliose classique. C'est-à-dire qu'en général, une fois que le patient a été opéré, on le revoit dans les 2 mois qui suivent l'opération pour vérifier la cicatrisation et vérifier que précocement, il n'y a pas eu de changement dans la posture du patient. Puis ensuite, on va le revoir dans l'année qui suit pour vérifier toujours qu'il s'adapte bien sur le plan postural et puis accompagner la reprise progressive des activités physiques et sportives. Ensuite, un suivi entre 3 et 5 ans au minimum, parce qu'on peut voir notamment des pertes de correction en syphose. Je vous ai montré le cas d'un jeune opéré uniquement de la courbure thoracolombaire ici, pour ne pas lui bloquer sa colonne de façon extensive. Si ce choix est fait, il faut vérifier qu'avec le temps, la courbure au-dessus continue à bien vivre et puis qu'au niveau du profil, ici, le patient ne commence pas, du fait de l'hypotonie, à se plier davantage et à faire travailler le montage. Moi, je continue à suivre tous mes patients opérés de scoliose ensuite tous les 5 ans. Je conseille simplement aux jeunes femmes de revenir me voir un petit peu avant de décider d'avoir un enfant, parce que ça permet de faire le point cliniquement et radiologiquement, ce qui n'est plus possible pendant la grossesse, et aussi parce que c'est un moment un peu particulier où on peut avoir plus de douleurs de dos. On peut aussi avoir besoin, bien sûr, d'une péridurale. Donc, il faut pouvoir, à ce moment-là, réévaluer et pouvoir déjà préparer l'interaction avec l'obstétricien ou la sage-femme de façon à permettre que tout se passe bien. Grossesse, accouchement se passe en général normalement. Il n'y a pas
de retentissement majeur de l'arthronèse sur le processus de grossesse, les modifications morphologiques. Simplement, c'est vrai que si on a une courbure thoraco-lombaire ou lombaire, on va avoir une zone lombaire qui est bloquée. Donc déjà, la péridurale n'est pas forcément possible. Et puis ensuite, les adaptations dans la cambrure du dos qui changent un peu sur le dernier trimestre peut être un peu plus douloureuse, un peu plus difficile et du coup peut générer plus de douleur. Y a-t-il des sports plus adaptés que d'autres pour un 22q11? S'il y a des atteintes orthopédiques comme celles qu'on a citées, qui touchent notamment le squelette axial, je pense que c'est vraiment les sports où finalement la gravité elle est un peu soulagée. Donc ça va être plutôt des activités de type vélo, natation. Les sports d'impact sont possibles, hein, mais s'il y a une hyperlaxité, une hypermobilité articulaire, c'est vrai que tous les sports de réception de saut peuvent poser problème. Après, les sports traumatiques doivent nécessiter systématiquement, si le patient n'a pas d'atteinte orthopédique connue, un examen clinique et une radiographie du rachis pour voir s'il n'y a pas de contre-indication à ce qu'il fasse un sport un petit peu plus physique. Mais en même temps, le sport est important pour favoriser la densité minérale osseuse, pour améliorer la force musculaire. Donc, c'est un compromis à faire en fait en fonction du phénotype du patient, en fonction de ce qu'il a, on va répondre plus spécifiquement. On ne répondra pas de la même façon à un patient qui a juste une anomalie au niveau des doigts et celui qui a déjà une atteinte au niveau du rachis cervical ou qui est affecté par une instabilité de rotule. Merci. Est-ce qu'il faut avoir une vigilance particulière en cas de pied plat? Pas plus. C'est là que les semelles orthopédiques peuvent apporter du confort aux patients. Il y a même des petites interventions qui peuvent être faites pour corriger les pieds plats qui sont très importants chez les patients qui sont complètement effondrés, qui partent un peu sur les côtés. C'est, à mon avis, un pied plat, là, pour le coup, vraiment idiopathique. On le prend en charge comme le reste. Une question un peu plus personnelle. J'ai des troubles musculo-squelettiques, une scoliose, des pincements des disques lombaires, des douleurs. Elles peuvent être chroniques par mon métier. Où puis-je être suivie? Existe-t-il un traitement fiable? Il s'agit d'une question de Yalim 3M. Quelle est la meilleure prise en charge? Tout dépend où vous habitez. Moi, je vous dirais, si vous habitez en région Rhône-Alpes, vous êtes la bienvenue au centre des Massues parce que on a une équipe adulte et une équipe enfant dédiée aux affections musculo-squelettiques et notamment la lombalgie. On a des programmes spécifiques, programme Reset. On a développé aussi l'hôpital numérique actuellement avec le Covid. Donc, voilà, notre établissement est référent là-dedans. Après, on connaît aussi d'autres établissements sur le territoire qui ont cette dynamique-là. Donc, je pense qu'à question personnelle et à réponse personnelle, je vous remets mon adresse mail. Il suffit de me dire un petit peu où vous habitez, que je puisse vous orienter le plus efficacement possible ou vous mettre en lien directement avec les médecins de médecine physique et réadaptation. Alors, j'espère que Yali 3M était toujours connecté pour avoir la réponse. Alors, il y a à nouveau 3 nouveaux messages. Elle habite à Paris. À Paris. Oui. Eh bien, écoutez, je vais me renseigner si l'équipe de Garches peut être soit Garches, soit Le Vésinet. Mais je pense que ce sera l'une de ces deux équipes. Mais si la personne m'envoie un petit mail, je lui enverrai les liens, notamment mail, pour qu'elle puisse contacter les collègues. On pourra lui faire passer, hein, docteur Aboulin. Oui. Voilà. Bon, il y a un nouveau message. Non. Ensuite, pour les autres questions, pour la plupart, vous avez répondu. Peut-être si quelqu'un... Moi, j'avais une question. Est-ce que, donc, dans les maladies rares, on a les filières de santé. Est-ce que ces troubles-là sont rattachés à une filière? Alors, c'est une très bonne question à laquelle je n'ai pas la réponse. Donc, je regarderai, je vous dirai. Effectivement, j'ai connaissance de ça, notamment pour les maladies du tissu élastique, Marfan et apparentés. Mais je n'ai pas notion de centre de référence
qui connecte un peu tout le monde, effectivement. D'accord. Donc, je regarderai, je vous répondrai parce que ça, c'est une information qui est facile à trouver. Commencez Merci. à chercher d'ailleurs. Peut-être Ben, arrêter de partager, voilà. merci beaucoup. Donc, je pense qu'il n'y a plus de questions, Valérie, particulières. Alors, en tout cas, sur le chat, je n'ai pas de nouvelles questions. J'espère avoir balayé à peu près pour tout le monde. Je te laisse la parole si jamais quelqu'un veut intervenir. Écoutez, personne n'a levé la main. Attendez, j'ai un problème de souris. Écoutez, merci beaucoup, docteur Genevois, Albelin Genevois, de votre intervention, très intéressante. Je pense que c'est un sujet qui n'avait jamais été abordé dans nos congrès et ça nous touche malheureusement beaucoup. Donc, j'espère que des réponses auront été apportées, enfin, j'en suis certaine. Et puis, bon, de toute façon, on fera suivre si d'autres questions interviennent. Merci. Vous n'hésitez pas à me les envoyer, il n'y a aucun problème. C'était vraiment un plaisir d'être avec vous ce matin. Je vous remercie de votre attention. Et puis, moi, je suis ouverte. Ça, c'est une dynamique qu'on a au MASU, hein, de travailler avec votre association. S'il y a un moment, il y a des problématiques médicales, notamment ces histoires de douleur, d'instabilité, de gêne au niveau des membres inférieurs, d'atteintes musculo-squelettiques qui ne sont pas mises, enfin, ce n'est pas une étiquette qu'on a clairement établie, à travailler avec les patients pour essayer de caractériser à la fois leurs mécanismes, mais aussi leurs fréquences et essayer de trouver des réponses à ça. Y a-t-il possibilité d'avoir votre adresse email, s'il vous plaît? Oui, alors, je vais remettre la présentation. Ou alors, attendez, je vais la mettre dans la conversation tout de suite. Merci. Moi, j'avais une question donc il y a eu sur Facebook des questions sur des personnes qui ont du mal à marcher, des enfants qui ont du mal à marcher à 8 ans, qui marchent toujours très mal. Est-ce que vous avez des informations là-dessus? Parfois, ils sont obligés d'avoir des poussettes parce qu'ils se fatiguent trop vite. Eh ben, c'est vraiment cette question de la fatigabilité qui est revenue surtout dans une seule étude. Hein. Je vous ai noté le nom de l'auteur et je peux vous passer les références. Il n'y a pas d'explication bien claire. Ce qu'on peut dire quand même, c'est qu'on a à la fois cette hypotonie musculaire et aussi cette laxité particulière. Et il est vrai que dans d'autres syndromes, comme la maladie de Marfan, où on a de l'hyperlaxité, des hypotonies axiales, on a cette fatigabilité. Donc, c'est très possible que ce soit en rapport avec ce tonus du muscle. Et aujourd'hui, je n'ai pas vu passer, alors soit je ne l'ai pas vu, soit je ne l'ai pas trouvé, soit ça n'existe pas, d'études sur comment le muscle est affecté dans les 22 Q11. Et ça, c'est une question essentielle pour répondre à la question de l'acquisition de la marche, je pense. Madame Dogy? Oui. C'est Karimane Abelin. Avant que vous redémarriez, j'ai juste mis une réponse. J'ai regardé un petit peu et il semble que vous soyez potentiellement rattaché à la filière de santé anomalie du développement avec ou sans déficience intellectuelle de cause rare. Oui, c'est les services de génétique. Mais c'est vrai, enfin, moi je me disais quand même, comme c'est des soins très spécifiques et ce n'est pas les généticiens qui vont faire votre travail, c'est de la politique, mais il faudrait créer des centres de référence, rattachés peut-être, pourquoi pas, à Andy Rare. Mais... Alors, ce que nous, on fait au MASU, notamment dans le cadre de la maladie de Marfan, les lers dans l'os, d'autres affections génétiques qui affectent le squelette, c'est qu'on est centre de compétences. Donc, on est rattaché au centre de référence qui reste le centre des services de génétique. Donc ça, on le fait avec les services de génétique médicale, bien sûr, hein, pour que ça reste quand même du domaine phénotypique. Et nous, du coup, en tant que centre de compétences, on a la compétence qui nous est donnée pour l'appareil musculo-squelettique. Oui, mais ce que je veux dire, dans les filières, il y a plusieurs pôles. Par exemple, bon, alors dans Andy Rare, c'est vrai qu'il n'y en a pas trop, mais par exemple, dans déficience, il y a la filière, bon, nous qui nous concerne, c'est maladies rares à expression psychiatrique, et puis il y a aussi l'épilepsie, il y a aussi
je ne les ai pas en tête, mais je crois qu'il y a 5 ou 6 pôles, hein, Émilie. Oui. Et voilà, est-ce que ça serait pas… Enfin, je trouve que ça serait… Qu'il y ait un pôle musculo-squelettique vraiment spécifique. C'est ça que vous êtes en train Oui, de me dire. je pense que ça serait D'accord. un truc C'est intéressant, oui, je à sais pas creuser. Oui. comment, comment on peut faire remonter ça, parce que ça se décide au niveau du ministère, hein, parce que la filière des Tout à GOS. fait. Oui. Mais c'est vrai que c'est quand même des soins, et je trouve, on est suffisamment impacté pour… de toute façon, les structures existent déjà, donc après, c'est Oui. des labellisations. Tout à fait, tout à fait. Et ben, je vais me renseigner un petit peu et puis je vous tiens au courant. Et puis c'est vrai que si ça existe déjà pour certains… Alors les filières de santé, c'était pour éviter que ce soit des centres spécifiques à un syndrome, c'était plus pour regrouper plusieurs syndromes sous un même centre de référence, ce qui est tout à fait compréhensible, hein. Mais je trouve qu'on est suffisamment impacté, puis le suivi est quand même important, parce que on sait que l'opération, ça doit se faire vraiment dans une fenêtre. Mm. Vous en avez d'ailleurs pas trop parlé, mais vous l'aviez bien dit en consultation, ça doit se faire quand même le plus tôt possible, pas trop avancer dans l'âge adulte, puis bon, après, il y a Et l'aspect… pour ne pas avoir trop de conséquences, effectivement, pour ne pas se retrouver à proposer des chirurgies plus compliquées, effectivement, oui. Oui. Donc voilà, donc je pense que c'est une idée où il faudrait, je ne sais pas comment on pourrait faire remonter, il faudrait peut-être en parler avec Andira d'ailleurs. Mm. Je sais qu'il y a des généticiens, alors je ne sais pas s'ils se sont connectés aujourd'hui, mais… Je ne sais pas si M. Edry s'était connecté à votre groupe, mais moi, je Non, travaille il ne m'avait pas répondu. par rapport à la scoliose parce qu'on travaille justement sur l'étiologie, c'est la cause de la scoliose idiopathique. Et je sais qu'il est dans Andira, donc je peux peut-être en discuter avec lui Oui, pour c'est savoir comment lui, à travers Andira, il est sensibilisé au 22q11 et qu'est-ce qu'on peut faire pour avoir intégrer aussi ce pôle musculo-squelettique. Oui, il y avait aussi le docteur Geneviève qui était avec nous au début, en salle Oui. 1. Oui. Oui, ça serait tous les centres de coordination. Il faut peut-être leur demander, d'ailleurs, ils ont peut-être comment ils s'organisent, parce qu'en plus, dans tous les grands CHU, il y a sûrement des hôpitaux à proximité qui sont compétents dans ce domaine, hein, ça, j'en doute pas. Oui. Oui, donc vous auriez besoin de savoir s'ils ont déjà cette cartographie établie ou si c'est un petit peu en fonction de la Parce façon que de travailler de ce qui se chacun. passe aujourd'hui, finalement, c'est que, en fait, c'est le problème de notre syndrome, c'est tout par le bouche à oreille, c'est-à-dire quand on a un symptôme comme celui-là, un signe clinique comme celui-là, on va se renseigner, nous, on va donner nos références. Voilà, moi, par exemple, dans la région, je donne votre nom, mais c'est pas normal que ça se fasse comme ça. Il faudrait que ce soit plus orienté, que les gens puissent trouver cette information sans forcément, voilà, surtout l'errance de diagnostic. Et puis, moi, ce que je trouve important, c'est qu'il y a un aspect, un traitement global de la personne, parce que souvent, on va avoir, moi, j'en ai fait plusieurs avec ma fille, on va avoir un chirurgien qui va traiter la colonne, un jour, il va regarder la colonne, la consultation, quelques mois plus tard, ce sera le genou, mais c'est vrai que c'est important d'avoir cette vision globale, comme vous la proposez, et je pense que ça, c'est un centre de référence le proposera plus facilement que… Juste pour vous raconter un petit peu le processus avec les syndromes de Marfan et apparentés, ce qui s'était passé, c'est que à travers le groupe d'études de la scoliose, qui est maintenant affilié à la Société française de chirurgie du rachis, on avait fait une table ronde et donc on avait invité à la fois association de patients et le centre de référence national, ce qui avait finalement conduit au fait qu'on travaille ensemble parce que en faisant un travail prospectif, nous, on a donné quelques réponses supplémentaires à la connaissance des manifestations orthopédiques. Et puis, on est rentré comme ça dans la discussion avec le centre de référence et on a assisté, aidé au processus du PNDS et ça leur a permis après d'avoir des référents et de proposer que ceux qui avaient un rôle essentiel dans le suivi musculo-squelettique puissent être déterminés comme centre de compétences, affiliés au centre de référence. Oui, donc en fait, les structures existent déjà, c'est juste presque une question d'organisation. Oui, exactement, exactement.
Mais c'est vrai qu'on a beaucoup de gens qui sont en errance, hein. Françoise pourra en parler aussi avec le parcours de sa fille. Et, À propos de… Parce que je viens juste de revenir, c'est pour ça. Des problèmes qui touchent enfin, le docteur Genevoix disait bien qu'elle ne travaillait pas uniquement sur l'aspect orthopédique, il y avait les rhumatologues, toi, tu as tout un parcours qui a été assez compliqué pour ta fille quand même. Ah ben oui, tout à fait, oui. Ça reste, la partie squelettique, en fait, on pense beaucoup scoliose. C'est vrai que ça touche beaucoup d'enfants, mais par exemple, moi et Sandrine aussi, hein, sa fille, la rotule, les genoux, une dysplasie des membres, ça existe aussi, ou une aplasie, enfin je m'exprime peut-être pas bien, mais une déformation des membres qui font que, par exemple, le cartilage, on en a moins très rapidement. Et on se retrouve, on ne sait pas qui aller consulter en fait, parce que les généticiens ne connaissent pas non plus forcément un rhumatologue. Enfin, on reste un petit peu, surtout à l'âge adulte, ça se complique un petit peu, quoi. Oui. Ce que expliquait Madame Dogy, c'est que moi j'ai bien l'expérience avec les marfands et apparentés, et qu'on a vraiment un réseau de spécialistes orthopédistes, rhumatologues, MPR, qui ont participé activement dans la collaboration avec le centre de référence, et donc qui connaissent la maladie dans son ensemble et qui agissent comme référents quand on nous demande sur un diagnostic récent. Et comment s'appelle vos centres de référence? S'appelle comment, pardon? Vous faites allusion à quel centre de référence? Chaque pathologie a son centre de référence. Donc, pour le Marfan, il est situé à Paris. Et ensuite, on a des centres de référence régionaux qui vont avoir, eux, leur réseau de professionnels. En fonction des différents organes, on va préférentiellement adresser tous les patients pour le screening vers tel ophtalmologue, telle équipe d'ORL, tel cardiologue et tel orthopédiste ou tel rhumatologue. D'accord. Mais comment s'inscrivent les 22 Q11 par rapport à ça? C'est ça qui nous… C'est une très bonne question, parce que tout ce que j'ai vu, c'est que vous étiez potentiellement comment dire, affilié à la filière Handy-Rare, mais il n'y a pas finalement de centre de référence 22Q11 de ce que je vois. Non. Alors nous, après, si vous voulez, on est obligé de se tourner vers des centres de référence, par exemple des os, osseuses. Alors j'ai oublié le nom, parce qu'il y a 23 filières, donc après on doit retourner vers les filières, vous voyez. Il y a 23 filières avec des pôles spécifiques. Donc c'est vrai que c'est compliqué. C'est pas Sphinx? Non, je ne me souviens plus. Non, je ne sais pas. Je n'ai jamais regardé. Moi, je n'ai jamais regardé. Alors, je pense que ça serait vraiment un fléchage à développer pour les familles. Tout à fait. C'est-à-dire juste rajouter les bonnes étiquettes de centre de référence compétences vraiment spécifiques 22Q11. Après, chaque centre de référence va peut-être avoir plusieurs compétences, donc il va être lié à plusieurs filières en fonction des pathologies qu'il va suivre, mais que vous ayez des gens qui connaissent vraiment la maladie du mieux possible et qui suivent un petit peu les nouveautés et qui essayent aussi de répondre à des questions, comme par exemple le muscle, comme par exemple la fatigabilité. Oui, tout à fait. Parce que c'est vrai que quand on parle, par exemple, de fatigabilité qui touche pratiquement tout le monde, plus ou moins, tout dépend. On pense, alors, le psychiatre va penser que c'est à cause des troubles anxieux. Après, la personne qui a des troubles musculaires, ça va être les muscles. Mais en fait, c'est un ensemble. Il faut voir globalement. Et ça, on a beaucoup de mal, finalement, à prendre le côté global de l'enfant. Chaque spécialiste voit un petit peu son côté à lui. Donc c'est vrai que quand on est adulte, c'est pas mal aussi de se faire suivre globalement par les centres de référence. C'est un suivi multiple, son généraliste, avoir un bon médecin traitant, c'est quand même super important, et parfois trouver un interniste, trouver quelqu'un à l'hôpital qui a une vue globale de tous ces problèmes-là. Voilà. Je ne veux pas vous bousculer, mais je crois que l'heure est passée. Donc merci beaucoup pour ces précisions.